Cette semaine, entretien avec un guerrier, on reçoit Gaïs de la chaîne Geek and Fit. C'est un pratiquant de kendo, donc c'est une première sur le podcast. Et pour accueillir une première, qui d'autre de mieux que le dude pour venir en remplacement de Jérémy. Donc, salut Kev, ça va bien? Salut Manu, ouais, hey, ça m'a fait plaisir de venir encore une fois au podcast. J'ai beaucoup trop de plaisir à faire ça avec vous autres là. Fait que, ouais. Surtout que je suis là. Puis hey, cette semaine c'était vraiment cool avec Gaïs. On a jasé, on a appris à découvrir. Ben moi pour ma part, j'ai appris à découvrir le kendo. Tu sais, c'est de quoi qu'on pense que c'est juste deux personnes qui se tapent dessus avec des chinelles puis un sport de combat, mais il a été capable de pousser ça encore plus loin puis de nous montrer que c'est quand même assez deep là. Il y a plusieurs principes puis des leçons de vie dans ça là. Donc c'est 100% vraiment bien. Ouais, puis en plus toute sa vision du fitness, parce que lui maintenant sa chaîne se spécialise beaucoup là-dessus sur l'entraînement. Je trouvais ça intéressant, la dualité tu sais, c'est ça, intello et fitness, parce que son parcours de jeunesse était très geek, comme le nom de sa chaîne. Donc, vraiment un super podcast. Et si vous voulez supporter Kev, allez voir, si vous habitez dans la région de Québec, allez le voir sur ses pages, contactez-le si ça vous intéresse de pratiquer du ninjutsu. Et sinon, si vous voulez supporter le podcast, vous connaissez la musique, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Guerrier Podcast. Suivez-nous sur Instagram, c'est comme ça qu'on a découvert Gaïs d'ailleurs. Et grâce à une vidéo de Marvin Vega de Dungeon Fitness. Donc, vous pourrez aussi écouter la vidéo de Marvin quelque part ici. Et puis, n'oubliez pas, si vous voulez avoir le contenu exclusif, dont l'excellent Blitz Quiz qu'on a fait avec Gaïs aujourd'hui, c'est sur patreon.com/Guerrier Podcast. Et sur ce, bonne écoute. L'épisode de cette semaine est une présentation de Midi Santé. Midi Santé est une entreprise existant depuis 1996, spécialisée dans la confection et la livraison de repas santé destinés aux enfants en service de garde, en garderie et en milieu familial. Chacun des repas est conçu frais chaque jour, avec des ingrédients de première qualité, et c'est ce qui fait leur renommée. Pour plus d'informations, c'est le 1-877-240-4866. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive, les combos qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know, but we will get up and get on with the fight, and we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, Cette semaine, entretien avec un guerrier, on reçoit un pratiquant de kendo, donc c'est une première, on est super content. Puis en plus, c'est un spécialiste de la santé aussi dans son travail. Bon, il lève les yeux, mais dans son travail, on va pouvoir en parler ensemble. Je t'ai vu à l'œuvre sur un Dungeon of Fitness avec Marvin, donc t'es en forme déjà, c'est clair. Merci. Donc bonjour Gaïs, ça va bien? Ça va, écoute, je suis ravi de venir sur ce podcast-là. Alors, j'avoue que je n'ai pas regardé les autres épisodes, je vais pas faire genre, voilà, mais je suis toujours ravi quand on me sollicite pour ce type de demande-là, et puis je suis toujours ravi de pouvoir, apporter un petit peu humblement ce que je peux apporter, que ce soit en termes de choses que j'ai à dire, comme peut-être de gens qui vont venir regarder ce que vous faites, parce que moi j'ai toujours, je trouve toujours en fait que dans cette industrie de façon générale, alors tu parlais de santé, moi je parlerais plus de fitness, parce que pour moi la santé c'est beaucoup trop large par rapport à ce que moi je fais, et je me sentirais pas spécialiste de santé. C'est pour ça que j'ai levé un petit peu les yeux au ciel, mais ça n'avait rien de voilà, c'est pas du tout, tu te trompes pas finalement, je fais de la santé, mais c'est plus spécifique, et je trouve que dans ce milieu du fitness, en particulier en francophonie, il y a bien peu d'entraide, il y a beaucoup une fois que je suis arrivé haut, on va dire, j'aide pas les gens à monter, alors que quand je suis bas, la seule chose c'est que j'ai envie que les gens m'aident à monter. Donc au bout d'un moment, un petit peu de cohérence. Et moi, j'espère que bien modestement, évidemment, je puisse vous contribuer à votre réussite, et j'espère faire en sorte, en tout cas, que aussi, d'apporter cette sorte de mentalité un petit peu aussi à mon échelle. Voilà.
Ah, ben c'est super, merci. Mais effectivement, tu vois, depuis le début du podcast, dès nos débuts, en fait, c'est ça qu'on disait hors d'onde, c'est que Kevin, c'est un supporter du podcast qui vient à ma rescousse aujourd'hui parce que mon co-animateur régulier a eu un empêchement. Donc, on salue Kevin qui est avec nous. Puis c'est sa deuxième expérience à l'animation. Il avait bien fait ça. Fait que je me suis dit, pour me sauver les fesses aujourd'hui, je vais appeler Kevin à la rescousse et il est venu. T'es gentil. Je fais mon possible. Puis dans le fond, ouais, ce que je disais, c'est que depuis les débuts de notre podcast, on s'est toujours efforcé de contacter des Français, puis des Belges, puis peu importe, des gens un peu partout, parce que nous, notre but, c'était justement de créer quelque chose qui allait au-delà de juste le Québec. On voulait vraiment rejoindre la francophonie au complet. Puis tu sais, même dans mes objectifs, je voudrais avoir des pratiquants d'arts martiaux en Afrique aussi, parce qu'il y en a beaucoup. Donc c'est clair qu'on veut prendre l'expansion, puis c'est toujours super intéressant, puis tu sais, on a créé vraiment des amitiés véritables. Il y a des gens maintenant à qui je parle presque à tous les jours là, par messagerie. Kevin c'en est un, mais Kevin il est pas outre-Atlantique, mais c'est génial de pouvoir discuter avec des gens comme toi et d'autres, comme Marvin justement, qui a collaboré avec toi, et de pouvoir enrichir nos connaissances mutuelles de la pratique de ce qui se fait ailleurs. Donc, écoute, on va partir avec notre sauce habituelle. Ici, entretien avec un guerrier. Tu vois, Kassem Dugarry disait, vous êtes un peu l'acteur studio des arts martiaux. Fait qu'on va faire un peu acteur studio. Gaïs, t'es né où et à quel moment les arts martiaux sont arrivés dans ta vie? Je suis né à Lyon, j'y pratique encore, et moi j'ai commencé les arts martiaux par le kendo en fait. Enfin non, j'ai pas vraiment commencé par le kendo. J'ai fait comme tout le monde du judo à 6 ans, et puis j'étais nul, donc du coup j'étais vraiment pas très sportif du tout quand j'étais petit. Pourtant ma mère, Dieu sait que ma mère était sportive et qu'elle a voulu faire de moi un sportif, ou en tout cas de me faire pratiquer une activité physique, parce que elle pensait que c'était bon pour mon épanouissement, et c'est vrai que elle, ça l'a aidé dans sa vie, hein. Il faut savoir que ma mère maintenant elle a 53 ans, je me souviens jamais de l'âge exact de ma mère, honte à moi, mais elle est toujours très en forme physiquement, voilà, elle a un cardio à toute épreuve, enfin elle est au top quoi, et je pense que ça c'est parce qu'elle a pratiqué beaucoup de sport dans sa jeunesse, et donc elle a voulu me mettre à des choses. Alors moi, il faut savoir que quand j'étais petit, et même on va dire enfin non, quoique ça s'est vraiment arrangé, mais quand j'étais petit, j'étais extrêmement réticent à l'activité physique. J'étais en fait grosso modo un pot de fleurs, c'est-à-dire qu'on me posait à un endroit et je bougeais plus. Et moi j'adorais lire, j'adorais parler. Alors ça, lire, parler, écouter des choses, ça a toujours été voilà quelque chose que j'ai plutôt bien réussi à faire, on va dire. Pour anecdote, par exemple, quand j'étais petit, j'étais en CE1, et en fait je finissais mes contrôles avant tout le monde, et je n'avais qu'une seule envie, c'était de lire des livres dans la bibliothèque qu'on avait dans la classe quoi. Donc je finissais vite mon contrôle et je demandais est-ce que je peux lire s'il vous plaît. Enfin bon, c'était tout un délire quoi, et j'ai toujours été un peu versé là-dedans, mais du coup pas dans le sport. Voilà, pour donner le contexte. Et donc du coup j'ai beaucoup galéré, j'ai fait plein d'activités dont le judo, dont plein d'autres choses, et à un moment je me suis mis au manga en fait, parce que c'était cette génération-là, quand les mangas ont vraiment commencé à prendre de l'essor en France. Eh bien, moi j'étais dedans. En plus, j'adorais le dessin. Faut savoir qu'une autre chose que ma mère m'a transmis, c'est la passion, on va dire, des arts, parce que ma mère a fait les beaux-arts, elle a toujours été artiste, machin, donc j'ai toujours fait un petit peu des choses comme ça. Donc j'adorais le dessin, donc je lisais des mangas, je dessinais des choses comme ça, et à un moment, quand j'avais 13 ans, j'ai découvert Kenshin le Vagabond. Et dans Kenshin le Vagabond, maintenant il y a des films, hein, si je voulais. Il y a une adaptation qui a été faite sur Netflix, je pense qu'il y a des films, hein, c'est ça? Exactement, les films, etc. Mais Kenshin, il faut savoir que c'est un excellent manga. Mais vraiment, c'est-à-dire que en termes de manga de sabre, en fait, c'est pas un manga où il y a des projections énergétiques, des trucs de malade ou quoi que ce soit. C'est bien sûr que les techniques sont un petit peu fantaisistes, on va dire, parce que le mec, en fait, tu peux pas dégainer à une vitesse de 0,1 seconde ou je sais pas quoi, mais
c'est toujours relativement réaliste dans le sens où t'as pas de projection d'énergie, t'as pas de ah là là, il devient fort au point d'exploser la planète ou quoi. C'est vraiment des combats de sabre avec des gens qui dévoilent des techniques au fur et à mesure. Et dans Kenshin, il y a un débutant qui s'appelle Yahiko, qui s'entraîne dans le dojo de Kaoru. Et ce débutant-là, il utilise un shinai et il fait du kendo. Et en fait, à un moment, il s'entraîne au kendo avec un autre débutant qui fait partie de l'histoire, mais on s'en fout. Après, il s'en va. Bref, c'est pas très important. Mais ils font du kendo dedans. Et je me suis dit, mais est-ce que ça existe vraiment ce truc-là? Parce que bon, voilà, ça a l'air d'être un petit peu construit. Il y a des armures et tout. Et je me renseigne dans la boutique d'arts martiaux qui était à côté de chez moi. Il y en a 2 à Lyon. Bah, il y en a une qui était à côté de chez moi. Je vais les voir et je leur fais, est-ce que vous savez si le kendo ça existe? Il y a un club à Lyon. Ils m'ont dit, bah oui, ça existe. Il y a un club. Et comme ma mère était toujours en mode, eh bien, tu fais une activité physique par an, même si tu changes tous les ans, c'est pas grave, t'en fais une par an. Eh ben, je suis allé m'inscrire au kendo. Et voilà comment j'ai commencé. Est-ce que vous voulez que je vous raconte du coup un petit peu la suite, mon parcours? Ok. Oui. Et donc, non, mais je savais pas. Parce que, voilà, oui, okay. c'est l'essence de ce qu'on fait. Enfin, continue, c'est bien parti. D'accord. Bon, et ben, du coup, quand j'arrive au club de kendo, première année, j'y vais au début pas trop mal, et puis au fur et à mesure on dilettante parce que un petit peu comme tout, ça reste du sport quoi, où tu ne te finalement c'est pas aussi incroyable que ce que je pourrais penser quoi. Et ben je me retrouve à comment dire à déchanter quoi. Basiquement, hein, je n'apprécie pas du tout le fait d'avoir à faire de l'activité physique. Et bref, mais quand même, j'en fais. Enfin, comme j'adore les mangas, j'en fais quand même dans la cour de récré à côté, machin, etc. À tel point que ma meilleure amie de l'époque, en fait, se dit je vais me mettre au kendo aussi. Enfin, ma meilleure amie de l'époque. Ma meilleure amie tout court, en fait, elle est restée. Et elle se dit, moi aussi, je vais me mettre au kendo. Sauf que, moi, il faut savoir que je fais 1m69, que je suis, qu'à l'époque, j'en faisais moins. Forcément, j'avais 13 ans. Et que j'étais pas très athlétique, comme je l'ai dit. Et que elle fait 1m75. Elle faisait déjà 1m78. Elle était 3e de France en Fosbury, donc en saut en hauteur, en athlétisme, et elle a attaqué le kendo et l'année d'après, et elle devenait forte en fait en kendo. C'est-à-dire que moi, du coup, j'avais aucun autre choix. Je savais qu'elle allait me péter la gueule en fait si jamais je me dépassais pas, on va dire. Et donc du coup. La deuxième année, j'y suis allé beaucoup plus sérieusement. À tous les cours, je m'entraînais chez moi. Je faisais vraiment le maximum parce que non seulement elle avait commencé 1 an après moi, mais en plus, c'était une fille. Et alors là, j'étais en mode, c'est pas possible. Je peux pas, tu sais, mon ego, en fait, m'a dit non, c'est pas possible. Là, maintenant, tu vas te bouger. Mais sauf que j'avais déjà un peu cette image du tir au flanc qui vient pas souvent et qui est nul, vraiment. Et donc, je me suis, j'ai essayé de me donner, etc. Mais j'étais pas bon quoi, j'avais jamais fait de sport de ma vie, à tel point, et ça vraiment dans ma 2e année de kendo ça m'a marqué, ma professeure de l'époque m'a dit un jour, parce qu'en fait je captais pas les consignes qu'elle avait données, et à un moment elle m'a dit mais rapproche-toi un peu plus encore de la personne devant, mais de façon ironique en fait. Et moi je me suis rapproché de la personne devant, et là elle m'a dit mais Gaïs, t'es con? Mais vraiment c'est venu de son genre en mode mais spontanément. Et voilà, spontanément. Il faut savoir qu'elle était professeure des écoles, hein. Donc à côté de ça, donc c'était ma prof de kendo, elle était professeure des écoles, et pour que ça vienne comme ça à quelqu'un qui a quand même l'habitude de bosser avec des enfants, c'est qu'il faut vraiment sacrément pas être dedans quoi. Et je l'ai pas pris en mode démotivation machin etc. Je me suis juste dit, je suis con, on va voir. Et j'ai continué, je me suis entraîné, j'ai bossé, j'ai du coup commencé à devenir un peu meilleur, mais personne véritablement arrivait à le voir. C'est-à-dire que j'arrivais pas à passer outre cette image-là qu'on avait de moi. Et à ce moment-là, du coup, eh bien, il y a ma 3e année qui est arrivée par-dessus, et j'ai commencé à faire les championnats de France.
D'accord. Forcément, il y a des compétitions, machin, etc. en kendo. Et je suis allé au championnat de France. Et là, au championnat de France, il y avait un ancien qui se foutait tout le temps de ma gueule. Hein. Enfin, faut savoir que vraiment, c'était voilà quoi. J'étais vraiment un peu le nul. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, je l'ai battu 2-0 au championnat de France quand on est tombé l'un en face de l'autre. Et là, il se foutait plus trop de ma gueule en fait. Et là, les gens commençaient un petit peu à avoir une image un peu différente de moi. Et il faut savoir que arrivé à la 4e année, on va dire, de kendo, donc la 4e année, là, j'ai commencé à faire les stages jeunes. Enfin, j'en avais déjà fait un la 3e année, mais j'étais pas très bon. Et là, j'ai commencé à faire les stages jeunes. Et il faut savoir que les stages jeunes, ce sont les stages de sélection pour l'équipe de France junior. Tout le monde peut les faire. Donc, c'est pas du tout le fait que tu sois sélectionné ou pas. Mais le premier stage jeune que j'ai fait partie des 5 candidats potentiels à aller au championnat d'Europe. Et donc premier stage jeune, donc j'arrive et je me battais face aux gens et j'ai battu tout le monde. Donc et après première compétition de l'année, je l'ai gagnée. Et après ça a progressé comme ça en fait durant la 4e année. Et à la 4e année, du coup, j'étais pressenti pour aller au championnat d'Europe, mais du coup, j'y suis pas allé. Malgré le fait que on a gagné les équipes de France, les Open de France en équipe, qui est la plus grosse compétition en France, qu'on est voilà. Et en fait, parce que c'était la première année que les gens entendaient parler de moi, et du coup, j'ai fait partie de l'équipe de France non officielle, on va dire, parce qu'on est parti quand même à une compétition internationale, voilà. Et j'ai pas été sélectionné pour les championnats d'Europe. Principalement du coup parce qu'on me connaissait pas et donc tous les autres étaient déjà connus avant. C'était soit des mecs qui étaient avant dans l'équipe de France, soit des gens qui étaient fils de sensei, soit des gens qui étaient dans le club du président de la fédération, donc que des gens qui étaient connus. Moi je me suis pas fait sélectionner, je l'ai pris vraiment, on va dire mal entre guillemets, enfin mal, ça m'a mis un coup au moral. Et quand je suis allé au championnat de France du coup en catégorie cadet, j'avais qu'un seul objectif, encore une fois prouver un peu ma valeur, et ce qui a fait que je suis arrivé en finale face à une personne qui avait été sélectionnée à ma place et j'ai gagné les championnats de France cette année-là. Et donc, du coup, je suis pas parti aux Europes, mais voilà. Et il faut savoir qu'en fait, en kendo, on a un système bien particulier au niveau des championnats d'Europe, championnats du monde. En fait, c'est simple. Toutes les années où il n'y a pas de championnat du monde, il y a des championnats d'Europe. Les années où il n'y a pas de, je vais le reformuler autrement parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident à comprendre. Les championnats du monde, il n'y a pas de junior. Ça n'existe pas, il n'y a pas de catégorie junior. Les championnats d'Europe, oui. Donc, moi, j'étais en fait dans l'année juste avant les championnats du monde. Il faut savoir que quand tu es dans l'année juste avant les championnats du monde, moi j'étais dans la pire année parce que on n'a que 2 ans en fait en France où on est sélectionnable. Dans les autres pays c'est un peu différent, mais nous en France on a tellement de candidats potentiels que pour les championnats d'Europe qu'en fait on ne se fait sélectionner potentiellement que sur 2 ans. Et donc du coup, j'étais dans l'année où j'étais le plus jeune, le moins connu. Et surtout, l'année d'après, il y avait les championnats du monde. Or, je pouvais pas, du coup, les faire. Donc, du coup, l'année des championnats du monde, j'ai été sélectionné pour être en équipe de France, mais il n'y avait pas. Donc, j'ai fait une autre compétition internationale qui a remplacé les Europes et j'étais capitaine de l'équipe de France à cette compétition internationale qu'on a gagnée. Et donc, c'est une histoire de manga, ça. C'est une histoire de manga, carrément. Le petit underground qu'on connaît pas se ramasse au top de l'échelon. C'est comme je vous bats toutes, c'est parfait. C'est parfait. Wow. Surtout que en fait, on avait 2 équipes de France engagées durant cette compétition-là. Donc 2 équipes de France engagées avec une équipe de France qui était censée un peu être l'équipe de France A et nous on était un peu l'équipe de France B. Voilà. Et en fait, on s'est retrouvés en demi-finale à parfaite égalité. Et il y a voilà les 2 équipes et il y avait du coup on a dû faire combat supplémentaire des capitaines et du coup j'y suis allé et en fait en combat supplémentaire j'ai gagné face à l'autre qui était d'ailleurs la personne que j'avais vaincue en finale au championnat de France l'année d'avant. donc du coup on a gagné face à l'équipe de France B et on s'est qualifié pour la finale où on a un petit peu roulé sur les autres parce que il faut savoir que en Europe la France on est la grosse nation dominante en termes de nombre de compétiteurs, de tout, de façon générale. On est la grosse nation dominante en termes que ce soit chez les adultes, les juniors, etc. Donc c'était une compétition qui était
qui est moins reconnu que les championnats d'Europe, mais paradoxalement, il y avait beaucoup plus de monde et je pense que le niveau était plus dur parce qu'en fait, au championnat d'Europe junior, les équipes sont c'est que des équipes de 3, alors que là, les équipes étaient des équipes de 5 et c'est pas facile parce que vraiment il y avait plus de monde et du coup, on fait beaucoup plus de combats parce qu'en plus on fait des poules de 7. Donc c'est un peu la violence, quoi. Mais c'est bien, hein, c'était vraiment une super compétition. Il faut savoir que c'était en plus la dernière édition de cette compétition-là. Donc elle a plus jamais été refaite en fait. Il y en a une autre qui a pris sa place, mais elle a plus jamais été refaite. Et donc du coup, on a le trophée de cette qui est au CNKDR, donc au Comité National Kendo. Voilà, de cette fois, on a gagné. Donc c'était vraiment une super expérience. Et après derrière, du coup, je suis allé je me suis dirigé vers les stages équipe de France tout court pour tenter ma chance en équipe de France, quoi. Mais ouais, c'était des super années kendo de ma vie. Et j'ai voulu tenter du coup à 18 ans stage d'équipe de France, j'ai été sélectionné, donc il y avait pas de soucis, etc. Il faut savoir que en fait, en gros, comment ça fonctionne les stages d'équipe de France. Quand tu es sélectionné en stage d'équipe de France, tu es un athlète potentiel. Donc c'est pas comme les stages jeunes. Un stage jeune, tout le monde peut venir à partir du moment où tu es suffisamment motivé. Là, quand tu es en stage d'équipe de France, tu fais un stage de sélection et après tu es grosso modo soit dans le groupe A. Alors on te le dit pas à l'avance, hein, c'est-à-dire que tu peux potentiellement être sélectionné, mais bon, c'est souvent les anciens sélectionnés qui continuent à être sélectionnés. Donc il y a une espèce de groupe A sous-officiel, et puis on a le groupe B qui fait un peu sparring partner, et donc tu fais partie des 35 personnes, on va dire à peu près, on va dire plutôt 25 hommes, 10 femmes, quelque chose comme ça, qui sont considérés comme les meilleurs compétiteurs de France. Très grosso modo, les meilleurs compétiteurs de France qui veulent participer au stage France. Ça veut pas dire pour autant que parce que y a des anciens, par exemple, des stages France, de l'équipe de France, qui ont décidé de se retirer de ça parce que ils arrêtent l'équipe de France et voilà, ils veulent laisser leur place à d'autres personnes. C'est pas pour autant que j'irais dire qu'à cette époque-là ou même maintenant que je suis meilleur qu'eux. Hein. Voilà, ça n'a voilà. Et puis c'est vraiment pour simplifier parce qu'en réalité, moi je considère, mais après on pourra peut-être y revenir, qu'en fait en kendo il n'y a pas de, évidemment qu'il y a un certain niveau seuil à atteindre. Mais après, c'est souvent une affaire d'affinité avec le kendo de l'autre et de conditions au jour J. Tu peux pas vraiment dire que t'es meilleur que quelqu'un. Tu peux dire que ce jour-là, peut-être sur ce combat-là, t'as été meilleur, mais il y a aussi l'arbitrage, il y a aussi plein de choses. Donc voilà. Mais on va dire que grosso modo, quand même, je faisais partie, voilà, des meilleurs compétiteurs de France. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire un stage France tous les mois. Et voilà, j'ai commencé à faire ça pendant 2 ans. Mais c'est pas du tout la même ambiance. C'était pas du tout la même ambiance que les stages jeunes. C'est-à-dire que le fait qu'il y a que des compétiteurs, t'as un peu cette ambiance où les gens se tirent un peu dans les pattes parce qu'en fait, t'es un peu en mode, si jamais je réussis à faire mieux que toi, je vais être sélectionné. Alors que dans les stages jeunes, comme tout le monde peut venir, c'est un peu, tu sais qu'il y en a qui sont un petit peu favorisés, mais dans l'ensemble, en fait, tout le monde se tire vers le haut. Parce que ton but, toi, en tant que senpai, en tant que personne qui va être plus âgée, ça va être de tirer les jeunes vers le haut, de les inspirer, etc. Et c'est plus du tout la même chose. T'es en compétition avec tes senpai quand t'es en stage d'équipe de France. Et c'est vrai que c'est pas la même chose, quoi. Les gens, ressentent pas du tout la même ambiance entre les stages France et les stages jeunes. Après, faut aimer, faut pas aimer, machin. Mais moi, c'est vrai que ça m'a un peu déjà mis un coup. Et derrière, je me suis dit, je vais aller, parce que je faisais mes études en parallèle et je savais pas trop, il fallait que je trouve ma voie, etc. D'abord, j'ai fait une école, on va dire un lycée, en fait, artistique. Donc, sciences et techniques des arts appliqués parce que je voulais devenir character designer dans le jeu vidéo. Après, je me suis dit est-ce que c'est vraiment ma voie? Ça m'a un peu dégoûté l'école, on va dire. Est-ce que je tenterais pas plutôt d'aller vers le kendo parce que c'est là où se dessine quand même plus mon avenir, on va dire. Mais il n'y a pas de professionnel en kendo, hein. Voilà, faut le savoir. Il y en a 1 ou 2, mais c'est pas du tout la voie traditionnelle. En France, on est 5000 pratiquants, c'est pas facile de générer de l'argent avec ça, donc c'est majoritairement bénévole. Je vais faire comme tous les gens qui font du kendo, je vais faire du japonais.
Non, je vais faire du japonais. Comme tous les gens qui veulent faire du kendo, en tout cas à Lyon, on va faire la fac de japonais et on va voir où ça nous mène pour pouvoir partir au Japon en fait. Traducteur ou... Voilà, exactement. J'étais pas trop mauvais en langue, je le suis toujours pas trop mauvais, surtout en anglais, mais voilà, donc je me suis dit pourquoi pas. Bon, déjà le japonais, les gars, commencez pas si vous avez pas le feu, parce que c'est franchement les kanji, c'est la mort. Autant le japonais à l'oral c'est facile, on va dire. Je dirais pas que je suis bon, mais je peux me débrouiller. Autant le japonais à l'écrit, c'est une horreur. Il faut vraiment avoir la motivation. Et moi, je l'avais clairement pas, surtout que je sortais du lycée pour aller à la fac. J'étais en mode, oh putain, j'ai le droit de pas venir au cours. Je vais pas venir au cours. Et du coup, c'était un peu, voilà quoi, tu vois. Tu te dis, franchement. Et c'est même pas, je vais pas venir au cours, c'est en mode, non mais j'ai plus important. Ouais, bien sûr, t'as toujours plus important. Hein. Quand tu peux sauter les cours de grammaire qui te font chier, t'es toujours ravi, tu vois. Ouais. Donc, bref, j'ai eu quand même ma L1 de japonais en trichant allègrement. J'ai triché, mais comme jamais. Je peux le dire, de toute façon, ça n'a aucun impact dans ma vie professionnelle et je n'ai volé la place de personne. Mais j'ai fait ça avec 10 de moyenne et je pense que j'ai bien 2-3 points qui sont dus à la triche. Donc honnêtement, c'était vraiment pas ma voie. Mais je me suis dit, je vais... parce que en fait, je savais que c'était pas ma voie non plus. Je voulais juste avoir mon truc. Donc en réalité, c'était... Si j'avais, par exemple, là, pour mon diplôme de coach, jamais, au grand Dieu, jamais, je tricherais ou quoi que ce soit. Là, c'était vraiment parce que j'étais en mode désemparé, j'allais pas au cours, ça m'emmerdait, j'allais que au TD, enfin voilà. Donc, je me suis vite dit, non, il va falloir que je fasse autre chose. Moi, ce qui me plaît, c'est pas le japonais, c'est peut-être le Japon, tu vois. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé, j'ai bossé pendant 4 mois comme un forcené à 55 heures par semaine dans une chambre froide pour accumuler de l'argent pour partir au Japon. Je suis d'abord, j'avais rencontré mon ex à l'époque qui vivait en Afrique du Sud, donc je suis d'abord parti en Afrique du Sud pendant 20 jours et ensuite je suis parti 5 mois au Japon. Donc j'ai dit au revoir au groupe France, etc. J'aurais dit je reviens dans 1 an, je pense, je serai allé m'entraîner au Japon. Je suis allé m'entraîner avec les meilleurs mondiaux, donc le champion du Japon qui est qui a fait 2e l'année où je suis allé m'entraîner du monde. Je suis allé m'entraîner dans les meilleures universités du Japon, donc Kokushikan, Tsukuba, donc vraiment des très très bonnes universités. C'était super, je suis allé m'entraîner. Mais à ce moment-là, pour être accepté dans une université, dans un groupe de kendo, est-ce qu'il fallait que tu étudies quelque chose à l'université du Japon? Pas du tout en fait. Je suis allé m'entraîner parce que j'ai eu beaucoup de chance, hein. On va pas se le cacher. Déjà, j'avais des contacts en France qui avaient des contacts au Japon. Donc en fait, je suis pas allé m'entraîner pendant des mois et des mois. Je suis juste allé m'entraîner pendant les gashuku. Mais pendant les gashuku, c'est 5 heures d'entraînement par jour pendant 10 jours, tu vois. Donc j'ai fait les gashuku là-bas. Et je suis allé m'entraîner du coup avec des 8e dan. Il faut savoir que le 8e dan, c'est extrêmement difficile à atteindre en kendo. Je pense que c'est vraiment, c'est l'examen le plus difficile à passer au Japon, tout confondu. Le barreau, tout ça, c'est plus facile. C'est-à-dire que tu as moins d'1% de chance de réussir l'examen de 8e dan. Et pour le réussir, il faut savoir que t'as 1 an après le premier dan, 2 ans après le 2e dan, 3 ans après le 3e dan. Donc voilà, il faut avoir fait minimum, je crois, 30 ans de kendo pour pouvoir tenter ton 8e dan. Et même là, t'as moins d'1% de chance de réussir. Donc c'est des énormes passages de grade, hein. C'est genre il y a 800 candidats quoi, tu vois. Donc c'est à chaque fois, donc c'est difficile. Et du coup, eh bien, j'ai pu aller m'entraîner avec ces 8e dan, etc., etc. Et j'ai eu, comme je dis, de la chance parce que j'avais aussi un ami qui en fait s'entraînait. Lui faisait un cursus au Japon. Il est franco-japonais. Et donc, il m'a dit, viens à Kokushikan, moi, qui est la meilleure université de kendo ou presque au Japon. Il m'a dit, viens à Kokushikan, moi, je suis en train de faire mon cursus d'études à Kokushikan. Je t'accueille dans ma chambre. On fait le gashuku ensemble. Et c'était super. Je me suis fait exploser, mais c'était super. Et non, mais vraiment, c'est-à-dire que quand j'ai fait avec comment c'est pas Takanabe, j'ai pas Takenouchi, donc Takenouchi Yuya qui était le plus jeune champion du Japon. Ah oui, c'est ça que je vous ai pas dit. C'était le plus jeune champion du Japon depuis
40 ans, un truc comme ça, 21 ans, il a tout pété. Alors normalement c'est 35 ans quand tu deviens champion du Japon à peu près. Il a tout pété, c'était un tueur, il a fait les Gyoku-Ryuki. Pour vous dire, les Gyoku-Ryuki c'est une compétition qui se fait en fait par éliminatoire. Donc c'est-à-dire que c'est un Kachinuki. Donc celui qui gagne reste, d'accord ? Donc des équipes de 5, celui qui gagne reste. Et ça se déroule, c'est tous les lycées du Japon, ça se déroule sur 5 jours. Tellement il y a d'équipes. Et lui, il les a gagnés, non pas une, mais 2 fois, les Gyoku-Ryuki. Donc les 2 fois où il a participé, il a gagné. Ce qui veut dire que, comme il était capitaine de son équipe, il a jamais perdu un seul combat de tous les Gyoku-Ryuki. S'il perdait, son équipe perdait. Donc, c'est un tueur, et il faut savoir que quand on a fait le premier Ippon Shobu, donc du coup, je suppose que vous savez ce que ça veut dire, mais je le détaille quand même. Ippon Shobu, c'est un point gagnant. J'ai tenu 6 secondes. C'était hyper impressionnant. Je lui ai dit, ouais, on en refait un. J'ai fait que protéger, j'ai tenu 1 minute. mais ouais, et donc du coup, et quand je suis revenu en France, voilà, parce que pour détailler tout le truc quand même, donc je suis revenu en France après ces 5 mois de kendo, j'ai été désentraîné, on va dire, pendant 1 mois parce que je suis revenu en été, j'étais à sec, je pouvais pas aller me déplacer dans les dojos ou quoi que ce soit, j'avais vraiment ruiné tout mon argent, donc je me suis mis à la musculation parce que je me suis construit un petit banc avec du matos de récupération. Et je me suis dit, donc quand j'étais au Japon, j'ai lancé mon blog Geek and Fit en me disant, en fait, ce qui me plaît, c'est pas le Japon, c'est pas la culture, c'est pas ça, c'est le sport. C'est le sport qu'il y a dans l'aspect arts martiaux. C'est là que j'ai lancé mon blog, c'est là que je me suis dit, je vais devenir coach sportif, c'est là que j'ai commencé à entreprendre les démarches pour passer des diplômes, et c'est là aussi que, du coup, quand je suis revenu en France, je suis allé refaire un stage France, avec voilà, et en fait ils m'ont dit genre la veille, ils m'ont dit au fait ce sera un stage de sélection. J'étais en mode ah bon, j'étais pas dans le groupe, sauf que du coup comme ils m'ont dit ça la veille, moi j'avais mis ça, je m'étais dit ouais, le premier stage je serais déconditionné. Voilà, je le sais que je serais déconditionné parce que j'ai pas pu m'entraîner en kendo. On n'a pas à Lyon, on dépend en fait de l'université. L'université elle est fermée pendant l'été, donc on peut pas s'entraîner. Et je me suis dit c'est pas grave, le premier je serai rincé, ceux d'après voilà ça ira. Et en fait du coup ils m'ont dit stage de sélection juste avant, donc j'ai fait de la merde pendant le stage, j'ai pas été resélectionné, mais surtout ils m'ont vraiment mal parlé. Les sélectionneurs de l'époque, en fait, quand ils m'ont viré, m'ont vraiment mal parlé. Donc du coup, tu vois, sur le coup, t'es un peu interloqué. Et le soir, si tu veux, moi qui ai tendance à être un petit peu, comment dire, à pas me laisser faire, si tu veux, quand on me parle mal, je considère que c'est pas. Je leur ai envoyé un mail et je leur ai dit, écoutez, j'ai pas de souci, j'étais pas bien et tout, mais en revanche, votre stage, il était à chier. Enfin, je veux dire, d'un point de vue, voilà, je leur ai pas dit il était à chier, voilà, d'un point de vue arts martiaux et tout. Je dis j'ai rien à critiquer d'un point de vue arts martiaux. Mais en fait, pourquoi est-ce que j'ai été viré ? Parce que on s'est rentré dedans sur des longueurs et des choses comme ça, et qu'en fait, on avait dit de bien faire attention à pas se rentrer dedans, et on s'est rentré dedans. Mais le problème, c'est qu'en fait, il y avait tellement de gens. C'était un stage de sélection, donc il y avait 12 millions de personnes. C'était tellement mal géré, ils nous faisaient tellement partir en même temps qu'on se rentrait dedans. Et il y a plein de choses comme ça. Et en fait, je lui ai dit, mais voilà, là c'était mal géré, là c'était machin, c'était dangereux, c'était truc. Vous pouvez pas me reprocher ça en fait. C'est votre faute, c'est pas la mienne. C'est vous qui organisez le stage. Alors là, ils l'ont très mal pris parce que j'ai détaillé le machin. Je me suis bien engueulé avec les mecs qui ont fait le stage France, qui étaient en plus des pontes, machin, etc. Mais enfin, moi, le fait que je m'engueule avec eux, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, au départ, tout le monde était un peu contre moi, et puis au fur et à mesure du temps, en fait, ils se sont engueulés avec tout le monde. Ils se sont engueulés avec tout le monde parce qu'en fait, ils sont toujours très très bons en kendo, mais en termes d'état d'esprit, je les déteste. Enfin, je trouve que, en fait, ils ont un état d'esprit détestable qui fait que, ils ont tellement foutu la pression à tout le monde que le capitaine de l'équipe de France, de l'époque, a arrêté l'équipe de France. Et il faut savoir que c'était un mec très très compétiteur. On le voit plus aux compétitions parce qu'ils lui ont pourri la gueule. Ils ont pourri la gueule à tout le monde. Ils ont été odieux et on n'a jamais fait aussi peu de médailles que quand ils étaient là. Alors que pourtant, c'était des personnes, quand ils étaient compétiteurs, ils en faisaient des médailles. Et bizarrement, quand c'est quelqu'un d'autre qui a repris derrière, qui était super sympa, quand on faisait moins que des médailles à l'époque, quand on faisait moins que, etc., mais qui était super sympa, là on s'est mis à tout exploser. Moi je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même.
c'est à mon avis, enfin voilà. Mais moi, ça m'a fait décrocher complètement de l'équipe de France. En fait, avant, je me voyais qu'à travers l'équipe de France de kendo, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais une relation malsaine avec ça au fur et à mesure du temps. Et je me suis dit, bah, c'est pas grave, je fais ma vie en dehors de l'équipe de France. Je suis devenu professeur assistant de kendo à Lyon. Là, je suis 4e dan. Si la pandémie n'avait pas eu lieu, j'aurais pu tenter le 5e, et je vais pas me projeter et dire que voilà, je l'aurais eu, parce que le 5e c'est un haut grade, mais je pense que j'avais de sérieuses chances d'y arriver quand même. Et puis voilà, dans l'ensemble, c'est un peu ça. Maintenant, je suis professeur. J'essaye de développer un aspect. J'essaie de titiller un peu les gens sur les réseaux sociaux, notamment au niveau du kendo. C'est-à-dire que les gens me connaissent un petit peu en mode polémique, controverse, etc. Parce que avec ma chaîne YouTube, en fait, je mets des coups de pied dans la fourmilière, parce que je pense qu'il y a plein de choses qui vont pas dans le monde du fitness. Je fais un petit peu la même chose dans le monde du kendo. Les gens apprécient pas forcément, mais en même temps, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses à changer. On a une approche, en fait, alors qui est peut-être la même dans les arts martiaux de façon générale, parce qu'on est très tradition. Mais le problème, c'est qu'en fait, on occulte plein de nouveaux aspects de la pratique. On veut pas voir ça comme un sport, donc on règle pas des problèmes qui sont reliés au kendo et qui devraient l'être en termes de préparation physique, en termes d'arbitrage, en termes de tout un tas de trucs en réalité, de de relations. Ouais. C'était une question que j'avais. En bout de ligne, on a l'impression d'autres pratiquants ou d'autres personnes qui pratiquent un autre art que le kendo est un sport de combat avec des shinai en bout de ligne. Donc, puis tu parles de gradation, puis de ceinture noire, de 5e dan. Qu'est-ce que vous évaluez dans ces ceintures-là pour dire, tu sais, parce que moi, honnêtement, en kendo, ce que je vois, c'est 2 personnes qui font une compétition, un peu comme du taekwondo ou du point fight. Oui, il y a une partie de base, mais rendu dans des hauts niveaux, des hautes sphères, qu'est-ce que vous évaluez pour dire qu'une telle personne peut passer de 4e à 5e dan, par exemple? En fait, il y a pas de critères, et c'est ça qui m'embête en kendo, c'est qu'il n'y a pas de critères vraiment fixes. C'est un petit peu des critères changeants, suivant les gens, suivant ce qu'ils attendent. Mais de façon générale, on va attendre que il y a quand même des choses dans les premiers dan qu'il faut valider, on va dire. Et puis plus on va arriver à des hauts niveaux, plus ce sera une question d'être capable de maîtriser le combat, on va dire, de maîtriser vraiment, d'amener l'autre à faire ce qu'on veut qu'il fasse. Et en fait, pour y arriver, quand on a un adversaire d'un grade équivalent au nôtre, bah, ça va devenir de plus en plus difficile. Et en fait, au 8e dan, bah, il doit plus y avoir aucun déchet, en fait. Chaque action, ça doit être un point. Et donc, du coup, tu peux mettre 50 ans avant de faire ton action, mais ça doit être un point. Et d'ailleurs, je dis un point, mais en réalité, on ne parle pas de point, on parle de frappe correcte, on parle de Yuko Datotsu. Et le Yuko Datotsu, ça c'est quelque chose, c'est une notion qui peut sembler un peu ésotérique au premier abord, mais qui en fait, les gens ne se rendent pas compte quand ils voient du kendo à quel point on est extrêmement intransigeant sur ce qui est un ippon. C'est-à-dire que nous, pour qu'on puisse comptabiliser un point, c'est pas taper sur la bonne partie. Il faut que le sabre soit orienté de la bonne façon. Bon, ça, vous allez me dire normal, parce qu'on peut pas taper avec le dos du sabre. Mais au niveau du shinai, ça se matérialise quand même avec un fil qu'on doit pas, ça doit être vraiment, le fil doit être vers nous, on doit pas l'avoir sur la partie qu'on veut couper, parce que sinon c'est le dos du sabre ou c'est le plat du sabre. Donc le fil doit être orienté vraiment, le fil qui tient le shinai doit être orienté, s'il y a 4 faces, doit être orienté de l'autre côté de la face qui est tranchant, d'accord? Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ça doit être fait sur le tiers supérieur du shinai. C'est-à-dire même si on peut couper avec toute la lame d'un katana, pour que ce soit une frappe valide, il faut que ce soit sur le premier tiers, d'accord? Ensuite, on doit taper avec suffisamment de force, d'accord? Donc ça doit être suffisamment fort. Si c'est tout léger, ça ne comptera pas comme une coupe. Ensuite, on doit faire en sorte d'avoir une posture correcte. D'accord? Une posture correcte, ça veut dire qu'on ne peut pas être tout plié quand on met un point ou quoi que ce soit. Non. Il faut crier le nom de la partie qu'on frappe. Donc il faut qu'on dise le nom en même temps. Il faut qu'on manifeste le Kikentai no Ichi, donc le corps, l'esprit, le sabre en même temps, ce qui se manifeste souvent par une frappe de pied. Donc il faut qu'on frappe du pied en même temps.
Ça peut différer suivant les frappes, mais grosso modo, c'est ça qu'on attend quand même, qu'il y ait une frappe de pied. Il faut ensuite qu'on montre qu'on a le contrôle de la situation une fois qu'on a fait la bonne chose au bon endroit, machin. Il faut qu'on montre qu'on a le contrôle de la situation, donc le zanshin. Si on n'a pas le contrôle de la situation, si on n'engage pas après l'action ou qu'on revient pas en garde ou quoi que ce soit, eh ben le point n'est pas comptabilisé. Donc avec tout ça, on peut avoir un hippon. Voilà. Wow. Mais donc, merci d'avoir apporté la question, Kevin, parce que moi, depuis tantôt, c'était une super introduction. C'est genre l'introduction la plus détaillée de l'histoire du podcast. J'ai encore une question technique, moi. Sur ton parcours, mais oui, on va y revenir parce que c'est ça. Même moi, je me disais, les auditeurs, puis tu sais, je sais pas si Kev t'en avais déjà vu du kendo, à part, mettons, dans des vidéos, mais en live, j'en ai jamais vu. Fait je comprends le principe, tu sais, c'est un sport de combat avec les shinai, on a des... Tu sais, c'est un peu comme de l'escrime, là. C'est un peu la façon que moi je le voyais, tu sais. Donc, de ce que je comprends, de ce que tu m'expliques, c'est que c'est très technique, là. Ben, comme le comité aussi. Le comité est très technique. Comparé au point de fight que nous, on pratique, là, il y a beaucoup de règles comme ce que t'expliques, là. Si je fais ma frappe, il faut que je fasse X autres étapes après, sinon mon point compte pas, etc. Donc, c'est plus comme jouer aux échecs que comme se battre, finalement. En fait, il faut, au bout d'un moment, ça devient naturel, hein. On va pas se le cacher, un compétiteur expert, un haut gradé, toutes ces frappes, si elles connectent, ça va faire hippon ou presque. Mais c'est pas assuré non plus. C'est-à-dire que quelquefois il va te manquer un truc et ben ça passera pas, quoi. Et c'est pour ça que on peut avoir des petits problèmes au niveau de l'arbitrage. C'est-à-dire qu'en fait les arbitres, c'est très difficile l'arbitrage en kendo et c'est la source de grande frustration. Tu ne connaîtras pas un seul compétiteur en kendo qui par compétition n'aura pas au moins subi une erreur d'arbitrage. Par compétition. Je parle pas dans toute sa carrière de kendo. Par compétition, tu as au moins une erreur d'arbitrage. Et plus, on va dire, tu es un pratiquant avancé, plus tu peux avoir des erreurs d'arbitrage qui sont frustrantes. Parce que si tu te fais pas frapper au bon endroit et qu'on te lève un hippon contre toi, ou si tu mets des hippons et qu'on ne les lève pas, c'est très compliqué. D'autant que on a des choses, par exemple, qui sont complètement à la... on va dire au libre cours de l'arbitre, et il devrait pas en fait se permettre ça, parce que une fois que les critères sont validés, il devrait lever, mais souvent il lève pas, ou on a des gens qui ont tellement peur dans l'arbitrage de mal faire que surtout ils lèvent pas, tu vois. Et le problème c'est qu'en fait du coup ça décourage les initiatives, parce que du coup tu te retrouves à plus prendre de risques. Et pour vous donner un ordre d'idée au niveau d'un combat de kendo, parce que vous me dites oui, on a juste l'impression que c'est une escrime, etc. En fait, ce qu'il faut savoir en kendo, c'est qu'on a principalement deux règles, on va dire, enfin trois. Allez, je vais dire trois règles quand même dans un combat pour mieux le comprendre. La première règle, c'est que on ne doit pas faire preuve de non-combativité. D'accord? Donc, tu n'as pas le droit d'esquiver, de protéger outre mesure. Tu n'as pas le droit de ça. Le kendo, c'est l'attaque. C'est pas la protection. Donc, si tu fais juste des protections, au bout d'un moment, tu vas te faire sanctionner. Donc, l'état d'esprit, c'est vraiment aller tout le temps vers l'avant, le sacrifice de soi, voilà. Évidemment qu'il y a des gens qui protègent, etc. Mais on n'a pas on n'est pas dans cet esprit-là, et si c'est fait trop souvent, encore une fois, tu vas te faire sanctionner. Voilà. Deuxième règle importante à comprendre, on n'a pas, c'est un sport de semi-contact. C'est-à-dire que on n'a pas de projection, on n'a pas de pied-point, on peut pas s'éclater la tête, mais on peut être au contact. Et en fait, on peut être au contact en Tsubasa Eliai, point contre point, et repartir vers l'arrière. Et on a le droit de mettre des taquets dans les mains des autres. On a le droit, il n'y a pas de catégorie de poids, hein, donc on a le droit de repousser l'autre pour faire une technique ou quoi que ce soit. Ça, c'est totalement autorisé. Donc, et on a encore une fois pas de catégorie de poids. Donc, pour vous dire, je sais que ça peut sembler bizarre, mais moi, quand je faisais 50 kilos, que j'étais junior et que j'allais dans des compétitions adultes, parce que j'en ai fait 55, et c'est ça qui m'a poussé en fait à faire de la musculation. Bah, si je tombais face à un mec qui en faisait 125, eh ben je me faisais malmener. Hein, et voilà, c'était comme ça. Et enfin, la troisième règle à prendre en compte, c'est que on n'a pas le droit de manifester notre enthousiasme quand on a marqué un point.
Ça peut sembler bizarre, mais si jamais tu fais comme ça, ton point était retiré. Donc si tu fais juste ça, tu dis ouais j'ai gagné, ton point t'est retiré. Donc tu dois rester en fait dans un carcan de dignité et même quelquefois, même si on le fait pas trop en France parce qu'on se permet d'être un petit peu plus expansif que les Japonais, mais les encouragements un peu trop forts, c'est voilà, t'as pas le droit d'être au bord de la piste et de dire ouais vas-y et tout. Tu te maîtrises. Bon, moi je le fais parce qu'en fait ça m'aide quand j'ai par exemple mon coaché, mon principal élève, enfin mes élèves de façon générale, hein, pas juste lui, mais par exemple lui en particulier, je sais que il a besoin de se remettre dedans des fois. Donc j'hésite pas à lui dire reste dedans, tu vois, genre à certains moments et je crie plus fort que tous les autres et tout le monde me regarde un peu mal, mais je m'en fous parce qu'en fait mon élève, faut savoir que lui il est en stage équipe de France, il est plus fort que moi je trouve en compétition parce que moi j'ai des petits blocages en termes de compétition, hein, même si j'ai réussi à faire plein de résultats, j'ai certains petits blocages, lui il les a pas. Il est extrêmement bon dans en termes de kendo, je trouve. Il a fait champion de France, mais pas en junior, lui, chez les adultes. C'est quelqu'un qui, s'il est bien drivé, bien coaché, peut réussir des sommets. Donc je m'en fous en fait de ce que les autres pensent. Moi, je pense qu'il faut un petit peu aider les gens aussi à avoir leur meilleure capacité. Donc voilà. Et je sais plus ce que vous posiez comme question. C'était oui, à quoi ressemble un combat de kendo. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et ben du coup, nous on représente souvent comme ça parce qu'en fait ça c'est le shinai et ça c'est les bonhommes, d'accord. Et donc du coup, on va pouvoir être là, on va pouvoir être là, etc. Mais la plupart du temps, ça va jouer au niveau de la menace en fait. Pour ça que c'est très technique en fait. C'est menacer suffisamment pour que l'autre crée une ouverture en protégeant. Et en fait, comme l'autre a peur en protégeant, eh ben, on va avoir cette ouverture-là et on va pouvoir faire nos techniques. Et c'est ça en fait qui va changer d'un pratiquant débutant à un pratiquant expert, c'est d'être capable de créer l'ouverture chez l'autre. Et donc du coup, par exemple, dans un examen de 8e dan, si on voit qu'il y en a un qui réussit à créer l'ouverture chez l'autre, déjà le mec qui s'est fait créer l'ouverture, qui s'est protégé, il a pas son grade. Et ensuite, il faut que l'autre, l'ouverture qu'il a créée, il la concrétise. Donc s'il réussit pas à la concrétiser, il a pas son grade. Et en dessous d'un certain niveau, c'est pas grave. 5e dan, ça va, on est capable de pardonner ce genre de choses-là si on voit des belles choses en fait. Au kendo, on pénalise pas ou très peu souvent sur la protection, on valorise la menace. Voilà. Et donc du coup dans ce genre de passage de grade, c'est ça qu'on va mettre en avant. Mais au-delà d'un certain niveau, on va quand même pénaliser la protection parce que ça veut dire que tu as eu une des 4 grandes maladies du kendo et j'oublie à chaque fois au moins une des 4. Donc voilà, c'est la peur, le doute, l'hésitation et la surprise. Non, j'ai pas oublié. Voilà, on a ces 4 grandes maladies là et on essaie de les éliminer. Voilà. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse dans ce que tu dis. On peut pas bloquer, on peut pas défendre. Mais dans le fond, qu'est-ce qui reste? C'est l'esquive physique? C'est le déplacement? Parce que tu dis, on est toujours dans l'attaque, mais en quelque part, si l'attaque affronte l'attaque, il y en a un des deux, c'est sûr, qui bloque, là. Je veux dire, sinon, le point rentre. Comment? C'est cet aspect-là là, qui est nébuleux pour moi. Alors, en fait, tu as effectivement l'esquive. Ça, il n'y a pas de souci. Okay. Mais tu as aussi, et surtout, en fait, la contre-attaque. C'est-à-dire que en gros, par exemple, typiquement, là, je vais faire un petit exemple. Voilà, si moi j'attaque et je fais ça sur sa tête, en fait, l'autre peut faire tac, tac. En fait, chasser le sabre et taper. Et revenir. Voilà, c'est ça. Ou encaisser et taper une frappe au corps sur les flancs exactement. Donc en fait, il y a tout un jeu de contre-attaque. On a les Nukiwaza, les Kaishiwaza, les Suliagewaza, tout ce genre de choses-là sont des techniques un peu plus avancées qui en fait permettent de jongler avec ça. C'est pour ça qu'on va pas pénaliser une protection pour une protection et qu'on va pas pénaliser tout type de protection parce que la plupart du temps en fait la protection c'est un démarrage de contre-attaque. C'est simplement que si on arrive à faire démarrer l'autre sur sa contre-attaque et que nous en fait on l'a menacé suffisamment fort pour qu'il démarre sur sa contre-attaque et que nous on n'a pas bougé, alors on se retrouve dans un avantage parce qu'en fait on peut lancer sur l'ouverture qu'il a fait pour sa contre-attaque. Typiquement si quelqu'un fait un Suliage, commence à faire son Suliage comme ça ou son Kaishi comme ça et donc du coup si le sabre arrive,
il a fait ça. Bon, bah, il va pouvoir faire sa contre-attaque. Mais si il fait ça et que nous, on n'a pas bougé, eh ben, on a le côté qui est ouvert. Et donc, on va pouvoir taper ça. Et donc, c'est ça, en fait. C'est tout ce jeu-là. Et il y a plein de petites subtilités là-dedans encore qui se rajoutent, mais c'est grosso modo là-dessus qu'on va jouer sur ce jeu d'attaque, contre-attaque. Quelquefois esquive, comme tu l'as dit, mais l'esquive, par exemple, vers l'arrière est très mal vue. Même si elle est très utilisée, et moi je vois pas le problème, tant que ça reste tu restes en situation de menace, mais elle est quand même relativement mal vue. Les gens vont toujours dire va sur l'avant, va sur l'avant. Voilà, on pourra revenir là-dessus si vous voulez, mais ce que je trouve qui est un peu une aberration, parce qu'en fait, si on dit aux deux personnes va sur l'avant, au bout d'un moment on se retrouve plus à distance pour attaquer. Donc ça n'a aucun intérêt. En fait, pour moi, c'est va sur l'avant, mais reste mentalement sur l'avant, même si tu vas en arrière, même si tu bouges sur les côtés, etc. Mais joue avec l'autre en fait. Apprends son rythme. Ça c'est important. Casser les rythmes, développer les rythmes, c'est tout un travail de kendo qui arrive encore plus à haut niveau. Kev, on a-tu répondu à ta question que tu avais? Absolument pas, mais je n'ai plein d'autres. Vas-y. Mais à voir comment tu décris le kendo, on dirait que c'est un art qui a été fait pour entraîner sur des champs de bataille où est-ce que tu as deux fronts qui vont s'affronter, puis il faut que tu y ailles puis que tu réussisses à frapper ou faire la touche sans toi te faire toucher. Puis après ça, ce que tu parlais du Zanshin, Zanshin, c'est après ça, donc de pas montrer d'émotion, parce qu'en bout de ligne, après ça, t'en as 100 autres à affronter. Ouais. Donc, il faudrait que tu réussisses à taper un sans te faire toucher, sans mourir, pour pouvoir en faire d'autres. C'est une analyse qui m'est venue. J'ai fait, wow, on dirait vraiment que ça aurait été développé pour peut-être entraîner des combattants sur un champ de bataille. Est-ce que ça se pourrait? Alors, moi, je pense pas, parce que je pense qu'en fait, l'objectif, c'est plutôt, tout bêtement, de rester en vie pour le prochain combat. Et si tu n'es pas Zanshin, en fait, le gros problème qui va se retrouver au bout d'un moment, c'est que tu coupes pas quelqu'un avec une seule attaque. C'est très difficile dans une escrime de tuer quelqu'un avec une seule attaque. Okay. Mais le tranchant du sabre japonais, enfin la lame japonaise, c'est ce qu'on appelle une lame autoritaire. Une lame autoritaire, c'est quoi? C'est une lame en fait qui est un petit peu plus équilibrée sur l'avant. Donc ce sera plus facile effectivement de faire une frappe, une découpe de tête. Mais on n'est pas assuré avec l'adrénaline, avec les nerfs, avec les choses comme ça, que l'autre va mourir. C'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Il peut très bien, surtout si on découpe un bras, bah il va pas mourir. Hein. Il va peut-être très bien se faire découper le bras et quand même te blesser. Et donc dans l'idée, en fait, pour moi, l'idée du kendo, c'est d'être capable d'être suffisamment engagé et de ne pas craindre la mort pour l'éviter. C'est tout le paradoxe du kendo, pour faire en sorte de la transcender finalement. Et pourquoi est-ce que je pense que ce n'est pas quelque chose qui va favoriser le champ de bataille? Parce que en réalité, tu n'as aucune attention à tes alentours quand tu fais du kendo. Et moi, je trouve même que c'est même le défaut principal du kendo, c'est que en fait, moi, je pense qu'une escrime qui s'orienterait sur du champ de bataille, ce serait véritablement quelque chose où tu vas taper quelqu'un et puis après, tu vas regarder à droite à gauche et en fait, tu vas plutôt chercher la touche finalement. Alors que nous, au contraire, on cherche à pourfendre. Mais en réalité, le kendo finalement, je vais te donner l'objectif du kendo suivant la fédération internationale de kendo, enfin la fédération japonaise, pas internationale de kendo, mais bon, c'est quasiment la même chose. L'objectif du kendo, c'est de faire en sorte, par les principes du sabre japonais, de devenir de meilleurs humains. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est le cas dans les autres arts martiaux, mais en tout cas, le but avoué du kendo n'est pas de devenir bon en sabre. Et ça, c'est un truc qui peut sembler super bizarre, dit de l'extérieur, mais en fait c'est totalement logique parce que le but du kendo n'est pas l'efficacité. Et c'est pour ça qu'il y a plein de pratiquants qui viennent au kendo qui sont super déçus parce qu'en fait on leur apprend pas à se battre avec un vrai sabre, on leur apprend à devenir de meilleurs humains à travers les principes du sabre. Après, est-ce que je pense qu'un pratiquant de kendo, si on lui met un sabre dans la main et qu'il doit se battre, il sera moins bon que quelqu'un qui n'en a pas fait ou je sais pas quoi? Je pense pas. Je pense qu'il sera bien meilleur parce que c'est un petit peu comme quand même. Voilà, et puis c'est un petit peu comme le MMA et le self-défense. C'est-à-dire que
pour moi, un pratiquant de MMA sera très très dangereux, même s'il n'a pas fait de self-défense durant sa vie, parce qu'en fait, il aura rencontré l'opposition durant toute sa vie, et il se sera vraiment fait des maxi-combats, quoi. Et ben en kendo, c'est pareil. On a tellement d'opposition, on a tellement de compétition que finalement, les principes, le fait d'être réactif là-dedans, le fait de voir les opportunités, ça, tu les as. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que tout le long que je t'entendais parler du kendo depuis tantôt, puis je dis ça en tout respect, ça a l'air fascinant, mais tu sais, il y avait beaucoup d'aspects négatifs du côté compétitif qui ressortaient de ce que tu disais. Donc là, ma question, c'était toi, personnellement, qu'est-ce que t'en as retiré de positif? Mais là, t'as un peu dirigé ma question, là, mais tu sais, qu'est-ce que tu penses que ça apporte aux pratiquants? Parce que moi, ce que j'entends, en tout cas, c'est clairement excellent pour former des stratèges. En tout cas, mon impression, tu veux être bon à anticiper les choses, à voir venir les choses, ça peut être quelque chose qui peut être bon pour toi. Est-ce que je comprends bien ton... Je pense que c'est effectivement ça, mais en fait, moi, j'ai tendance à dire que le kendo, pour moi, c'est l'art martial qui enseigne le plus d'un point de vue humain. Et je vais être très clair là-dessus. Pourquoi ? Parce que, comme tu ne peux pas réutiliser ces principes-là dans ta vie de tous les jours, si tu viens faire du kendo, que tu continues le kendo, c'est parce que tu veux faire autre chose que te taper sur la gueule avec les gens. C'est-à-dire que c'est parce que tu n'as pas cet objectif d'essayer d'éclater la tête de la personne en face. Tu ne retireras rien du kendo, mais rien du kendo, évidemment, si tu le mets en complémentarité d'autres choses, si, mais du kendo seul, tu ne pourras pas apprendre à te battre dans la rue ou des choses comme ça. Et pour moi, alors je ne dégrade pas du tout les autres arts martiaux et je pense que je suis entièrement biaisé parce que je fais du kendo. Mais en fait, dans le kendo, tu peux retirer tout dans ta vie. C'est-à-dire que moi, la communication avec les élèves que j'ai, à chaque fois qu'ils ont un problème dans leur vie ou ils ont un mode, ils gèrent pas, j'utilise des exemples de kendo. Je leur dis, mais voilà, c'est comme quand tu fais un combat et que t'es comme ça. Et ça devient plus clair pour eux. Ils sont en mode, ah oui, putain, mais oui, c'est exactement ça. Et en fait, c'est quelque chose que tu peux retirer dans ta vie à tous les aspects. Et je trouve ça fascinant. Alors, je me doute que ça doit exister pour d'autres arts martiaux, mais on est, comme tu le dis, il y a une question de stratégie, de choses comme ça. On est tellement, en fait, dans un aspect de pratique où tu dois être fin dans ta façon d'avoir des relations avec les autres. Parce qu'en fait, tu dois être capable, plus que véritablement la stratégie, plus que véritablement l'anticipation qui peut être une discipline froide, où en fait aux échecs par exemple tu vas être bon en stratégie, mais est-ce que mais aux échecs finalement tu peux être bon en stratégie juste parce que tu as lu dans des livres que telle ou telle ouverture ou tel machin ça va mener à ça, c'est mathématique. En kendo, tu ne peux pas être mathématique. Tu dois avoir ce côté relationnel avec les autres, d'être capable de comprendre ce qu'ils vont faire en les testant et en voyant. Et comme personne ne réagit pareil, eh ben, ton test, en fait, il faut que tu sois capable de l'adapter très vite, en fait. Il faut être capable d'être ultra adaptatif. Et c'est quelque chose qui, pour moi, si tu veux, c'est quelque chose que je trouve unique dans le sens où tu peux tester ça sans pour autant, tu vois, si la punition elle arrive, ça va pas être un coup de poing dans la gueule, tu vois. Tu vas pouvoir continuer à tester ça, faire 150 combats, 1000 combats même si tu veux, tu seras capable de continuer. Tu vois, et ça, c'est un terrain d'expérimentation exceptionnel en fait. Et on est capable d'aller très très loin avec des amis, d'aller vraiment genre te dépasser tout le temps, d'être toujours dans cette espèce de relation un peu. Il y a des gens par exemple avec qui tu vas faire. Enfin, déjà 100 combats avec une personne, ça sera jamais 100 fois le même combat, mais il y a des gens avec qui tu vas faire et tu vas toujours découvrir une nouvelle chose et tu vas te transcender et tu vas être en mode putain mais le kendo c'est trop bien, c'est la vie quoi. Et ça tu peux l'atteindre évidemment que à partir du moment où tu as fait suffisamment d'années de pratique. Et c'est vrai que le kendo a quand même une courbe d'apprentissage qui est vraiment ingrate, c'est-à-dire que les 3 premières années tu es nul. Mais vraiment, les 3 premières années, moi j'étais particulièrement nul, mais vraiment les 3 premières années, tu ne peux pas devenir bon. Et puis c'est seulement à partir de, on va dire, milieu de ta 3e année, fin de ta 3e année, que là tu commences à pouvoir révéler ton potentiel. Donc au-delà de ça, faut s'accrocher. Mais une fois que t'as fait ta courbe d'apprentissage, après c'est
grandement lié à la façon dont on l'enseigne aussi. Moi, j'essaie d'apporter des réformes, etc. Je pense très sincèrement que quelqu'un pourrait devenir exprimer son potentiel au bout d'1 voire 1 an et demi de kendo. Mais ça reste quand même long, 1 voire 1 an et demi, alors qu'avec des gants de boxe, t'arrives, si tu sais un peu cogner dans un sac de frappe, bah tu peux commencer à aborder les choses d'un point de vue relationnel beaucoup plus vite. Mais après, l'expérience que tu vas pouvoir en retirer, en fait, elle va s'accumuler de façon exponentielle parce que justement t'as pas cet aspect où en fait tu peux aller à fond tout le temps en kendo, t'as pas de sparring en kendo, t'as pas de ah oui il faut pas que je tape trop fort machin et tout, tu t'en fous parce qu'en fait ton but c'est pas ça. Donc voilà. J'ai vu Kevin sourire quand tu parlais de capacité d'adaptation parce que c'est comme un peu dans le slogan de son école, lui il pratique le ninjutsu. C'est ça qui t'a fait réagir le mot adaptation, Kev? Ouais, c'est qu'à un moment donné, puis je trouve ça fascinant de voir à quel point tous les arts, on passe tous par presque la même courbe ou les mêmes étapes, où est-ce que on commence éventuellement à, il se passe une telle affaire, je fais une telle affaire. Fait qu'on est tous dans la réaction, on réagit à quelque chose. Éventuellement, on vient qu'on s'adapte à des choses, puis éventuellement, puis c'est probablement vers là que la 8e dan en kendo s'en va aussi. Éventuellement, t'es même plus dans l'adaptation. T'es juste que tu gères la situation au complet, puis t'as juste un pantin devant toi, puis tu es capable juste par un petit mouvement ou un changement de sentiment ou un changement de mindset instantané de faire créer juste une hésitation chez l'autre, mais toi t'es plus dans l'adaptation, t'es vraiment juste dans appliquer. Bang! Ouais, imposé. Et je trouve ça drôle parce que dans mon art, le ninjutsu, de la manière qu'on l'enseigne, c'est la progression. Je t'entends parler dans le kendo, c'est la même progression, puis probablement que dans le kenpo, il doit avoir les mêmes genres de principes aussi. Là. Donc c'est pour ça que ça me fait sourire qu'en fin de compte, on a tous des arts différents. Pour nous, c'est tout le meilleur art. Puis on parle tout le même langage. Ouais. Mais en fait, moi, je suis toujours en mode, oh là là, le kendo, c'est génial, machin et tout. Mais c'est pas du tout, encore une fois, je le dis pour dénigrer les autres arts martiaux. Loin de là. Et je suis même beaucoup plus, je pense, ouvert à la transdisciplinarité que l'essentiel des autres pratiquants. Alors après, je dirais pas que les gens qui font du kendo sont fermés ou quoi que ce soit. Je pense que en revanche, ils en voient moyennement l'intérêt. C'est-à-dire qu'ils verraient moyennement l'intérêt d'échanger avec d'autres pratiquants, etc. Alors qu'en fait, moi, je pense que on a vraiment beaucoup à apprendre d'autres pratiquants. Et je pense que les rythmes que vous avez en Kempo, qu'on peut avoir en ninjutsu, les appuis qu'on peut avoir en judo, les choses comme ça, ce sont toutes des choses qu'on va vraiment avoir un intérêt à aller chercher chez les autres disciplines en fait et à comprendre et à s'enrichir. Moi de toute façon je ne pense que du positif de ça. Si on a tout intérêt à faire de la transdisciplinarité et j'irais même plus loin. Je dirais que pas seulement avec les arts martiaux. Moi, très objectivement parlant, les gens que j'ai vus qui étaient les meilleurs débutants en kendo, ceux qui s'en sortaient le plus, ceux qui réussissaient à faire le plus de choses, ce sont ceux qui faisaient d'autres sports et le plus souvent à haut niveau avant. En fait, dès qu'il y a un sportif qui arrive au kendo, je sais qu'il aura les bases nécessaires de façon générale pour progresser vite, progresser fort, progresser bien. Et pour moi, je le vois à chaque fois, j'encourage en fait les jeunes à faire d'autres disciplines, parce que moi je suis professeur assistant pour les jeunes, j'encourage les jeunes à faire d'autres disciplines, à vraiment aller chercher au-delà, parce que moi par exemple la musculation, je sais que ça m'a apporté un kendo, je faisais un petit peu de cross-training, de choses comme ça, je sais que d'autres, ça a été d'autres choses, mais systématiquement, si la personne ne fait que du kendo, je sais qu'elle sera limitée, alors que si elle a eu d'autres expériences, je pense que son répertoire moteur, sa capacité respiratoire, d'endurance, ses capacités aussi neuromusculaires s'enrichissent en fait considérablement. Mais ce que tu dis c'est 100% vrai, puis je pense que ça s'applique à tous les arts en fait de le vécu qu'on a ailleurs va nourrir notre pratique, que ce soit du vécu professionnel, culturel ou sportif ou martial, peu importe ce que tu as comme background, tu vas l'apporter avec toi dans ton art, puis ça va faire de toi un pratiquant unique et
je vais juste me permettre ça, parce que c'est très important ce que tu viens de dire, et je vais me permettre d'insister là-dessus pour un truc. C'est que pourtant on pourrait penser que c'est paradoxal, on pourrait se dire, bah moi si je fais 20 heures de kendo par semaine, c'est sûr que je vais être meilleur que quelqu'un qui n'en fait que 5, mais qui fait 5 heures d'un autre truc à côté. Et en fait, c'est pas du tout vrai au niveau de 2 points de vue. Déjà parce que en fait, le faire 20 heures de kendo par semaine, tu vas avoir des diminishing returns. Je sais pas comment on dit en français, mais bon, bref, vous aurez compris parce que vous êtes plus anglophone que la majorité des francophones. Et du coup, on va avoir en fait une perte sur investissement, et on va se retrouver aussi à avoir un deuxième phénomène que je déplore grandement chez pas mal de personnes, surtout celles qui font du kendo, leur leitmotiv, etc., c'est de n'avoir que le pilier du kendo dans leur vie. Et en fait, quand elles n'ont que le pilier du kendo, quand elles ne font que ça à fond, machin, et j'en ai connu, j'ai des gens qui sont partis au Japon et qui ont fait uniquement, il y avait un type, moi je me souviens, il était en stage équipe de France, il ne vivait que par le kendo, je me souviens, son appartement, c'était d'un glauque, c'était un lit dans une pièce blanche avec son armure de kendo, une PlayStation, bon d'accord, une PlayStation, et son classeur de kendo où il avait référencé tous ces moments où il faisait du kendo. Et c'est tout, il n'y avait que ça dans son appartement entier. Bon, après c'était à Paris, donc forcément, mais il ne vivait que par le drame de sa vie à ce bonhomme-là, c'est qu'il est resté durant toute la période où il était compétiteur de haut niveau, machin, en stage équipe de France, mais il n'a jamais été pris une fois en équipe de France. Parce qu'en fait, moi, je pense que il lui manquait un équilibre, en fait. Et le fait de pas avoir cet équilibre-là dans sa vie, d'avoir plusieurs piliers, on en parle beaucoup en préparation mentale, eh bien, ça fait que tu es un pratiquant moins performant. Et ça, j'aimerais vraiment... Ça, c'est un de mes combats, par exemple, mais on va dire que je mène au fur et à mesure, etc., que je dis aux jeunes, par exemple, qui me suivent, je leur dis surtout, aux jeunes qui me suivent, que je suis plutôt, je leur dis, faites autre chose, venez, on va faire des trucs, on sociabilise en dehors du kendo, on peut être les potes du kendo, on peut parler du kendo, mais on fait pas que ça, on fait d'autres trucs. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas ça autour, c'est malsain. C'est pas seulement malsain, c'est réducteur, et le jour où le kendo, tu réussis pas. Le jour où le kendo, c'est tu réussis pas ton passage de grade, tu réussis pas. Moi, par exemple, je me suis fait virer de l'équipe de France. Mais qu'est-ce qui se passe en fait dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Je suis anéanti en fait. Et alors que c'est pas grave. Normalement, le kendo, ça devrait pas être ta corde à laquelle tu te rattaches à la vie, on va dire. Ça devrait être au contraire un pilier qui te bâtit. Et donc du coup, tu ne devrais pouvoir en retirer que du positif. Si à un moment tu fais dépendre ton bien-être de tes performances en kendo, c'est qu'il y a un problème. Et ça, je pense que c'est valable dans toutes les disciplines, je pense. Ouais, c'est valable. Oui, That vraiment. was deep. Ah, oui, non, mais c'est 100% vrai. Au Québec, notre sport national, c'est le hockey. Puis combien d'entre nous on a connu des gens qui étaient poussés par leur père, là, qui vivaient leur rêve raté de jouer dans la Ligue nationale à travers leur fils. C'est complètement, mais je dis le hockey, mais il y a ça dans toutes les disciplines sportives de haut niveau. Des parents qui poussent leurs enfants au-delà de la propre passion de l'enfant, juste parce qu'ils vivent à travers leurs enfants, leurs rêves qu'ils n'ont pas atteints. C'est complètement malsain, peu importe la discipline. Que ce soit même en culture aussi, là, ça pourrait être quelqu'un qui a échoué à devenir un grand pianiste, mais qui force son enfant à faire du piano, là. Il y a une raison pourquoi qu'on calcule toutes ces choses-là en années d'expérience. Parce que le cerveau a besoin justement de ce cool-down-là pour pouvoir assimiler. Il a besoin il a besoin de rêver la nuit. Il a besoin de pouvoir assimiler ça. Donc même si t'es là puis tu fais du kendo, du ninja, du karaté, où tu travailles 70 heures semaine, au bout d'un an, tu vas avoir considéré d'avoir un an pareil juste d'expérience. Tu seras pas t'en auras pas fait plus que les autres. T'auras pas un an et demi d'expérience parce que t'as juste un an. Mais je suis entièrement d'accord. Pour moi, les années d'expérience, c'est une bonne unité de mesure. Et c'est comment dire, c'est quelque chose qui est souvent oublié en fait, parce que les pratiquants d'arts martiaux ont cette tendance qui vient, je pense, beaucoup de la culture japonaise aussi, qui est de dire toujours plus d'entraînement, c'est toujours mieux. Et ça, tu le verras dans tous les mangas, le mec qui va s'entraîner
le plus dur, c'est celui qui va être le plus fort. Et c'est pas vrai en fait, et c'est même tellement toxique que moi je trouve que les mangas ont fait beaucoup de mal à l'entraînement à ce niveau-là. C'est-à-dire que tu dis à quelqu'un qui doit se reposer, la personne te regarde avec des grands yeux et te dira mais je pourrais pas devenir Naruto si je me repose. C'est pas possible, tu vois. Et bon, peut-être pas Naruto, mais on est tous d'accord que Rock Lee, Son Goku. Voilà, non. La figure ultime des gens de ma génération qui se sont entraînés, on va dire, et qui ont démarré l'entraînement en regardant ça, c'est Rock Lee. Rock Lee dans Naruto. Mais Rock Lee, je suis désolé de le dire, il s'entraîne comme une merde. C'est pas possible de le dire autrement. Et il finit par se blesser. Oui, c'est vrai. Mais il finit par se blesser parce que quelqu'un d'autre le blesse. Il finit genre juste l'entraînement, voilà. Et la plupart des gens, enfin moi j'ai adoré One Punch Man juste pour ça, parce que il fait un entraînement, mais bon, à part les 10 km de course, c'est un peu violent, mais sinon, son entraînement, il est ultra basique et simple. Et en fait, je trouve que c'est un beau pied de nez à ça. Et c'est pour dire, il y a des gens, ils deviendront forts, en fait. Et c'est pas parce que tu t'entraînes plus dur qu'eux que tu vas devenir plus fort qu'eux. C'est comme ça. Il y a des choses qui ne dépendent pas de toi. Après, on a quand même la chance de faire des disciplines qui sont techniques, et donc une discipline technique, on peut quand même vachement l'optimiser, même si on n'a pas les meilleures capacités physiques, il y a quand même moyen de faire quelque chose, mais il y a des gens qui seront très très forts, et puis voilà, et puis on peut rien y faire, et c'est pas parce qu'on va s'entraîner plus que on va devenir meilleur. Et bon, bref, ceci étant dit, maintenant, pour optimiser son entraînement, même si on veut l'optimiser et qu'on veut faire en sorte de faire au mieux possible, ça passe pas nécessairement par toujours plus. Et il y a une question qui me trotte dans la tête depuis le début de notre entretien. Le nom de ta page Instagram puis de ton blog, c'est Geek and Fit. Geek and Fit, ouais. Ouais, puis bon, dans l'intro tantôt, le portrait que tu dressais de toi, c'était plus le côté geek. Puis, tu vois, moi aussi, j'ai plus ce background-là. Puis, malheureusement, j'ai probablement plein de clichés sur les gens qui font du fitness et de préjugés de jeunes geeks qui s'est fait bullier par les sportifs de l'école. Donc, comment t'en viens à passer de geek à fitness? Comment cette transition-là? Puis, est-ce que tu avais ces préjugés-là, toi aussi, quand tu abordé cet univers-là de l'entraînement? Alors, moi, pas du tout. Moi, la première chose, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que je me suis dit, je fais 55 kilos, il faut que j'en fasse minimum 10 de plus si je veux pas me faire malmener en compétition. C'est tout ce que j'ai fait. Donc en fait, après, derrière, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se renseigner sur l'alimentation et sur la musculation de façon générale et le sport en fait. Et moi, j'ai toujours été dans une logique d'optimisation. Je sais pas si tu vois tous les bouquins derrière là, ça c'est que je ne fais que lire hein, voilà, c'est un peu pas le running gag ou la private joke, mais presque si tu veux, je lis en moyenne 2 heures par jour, j'engloutis des tonnes d'études scientifiques, voilà, j'ai des services d'ailleurs, je propose de revues d'études scientifiques parce que j'en lis au minimum une par jour, donc en fait après derrière je fais la revue informelle pour les membres sur ma chaîne, enfin voilà, bref, j'ai plein de choses comme ça et du coup, moi ce qui m'intéressait c'était l'optimisation sportive avant tout et ça passait par de la musculation. Je suis arrivé dans ce domaine-là et comme dans tous les domaines, moi je suis extrêmement curieux dans l'essentiel des domaines en fait. Et il y a plein de gens qui m'ont dit oui parce que j'ai une approche sceptique si tu veux de tout ce qui va être sciences de la nutrition et sciences du sport. Et il y a plein de gens qui m'ont dit mais comment tu en es venu à la zététique, comment tu en es venu à l'esprit critique, le sceptique, etc. Et je sais qu'il y a plein de gens qui en sont venus par une découverte incroyable, genre de l'esprit critique, waouh, ça a révolutionné leur vie. Et en fait, je veux pas être prétentieux ou quoi que ce soit, mais moi j'ai toujours été comme ça. En fait, j'ai jamais supporté qu'on me dise des conneries et donc du coup, j'ai toujours cherché la meilleure méthode, la meilleure information. Et en fait, naturellement, quand tu es sceptique et que tu supportes pas les bêtises et que tu détestes être déçu et apprendre des choses fausses, eh ben, tu vas finir par être sceptique et par te diriger vers les méthodes scientifiques. Pour moi, c'est un entonnoir. Tu démarres pas forcément du même endroit, mais si tu as ça en toi, tu vas toujours arriver au même endroit qui est méthode scientifique, méthode critique. Et du coup, c'est comme ça que j'y suis arrivé. C'est comme ça que j'ai fait
j'ai fait, on va dire, mon site, mon objectif, mon blog. J'ai dit plein de conneries sur mon blog, mais en fait, sur mon blog, vraiment, j'en disais beaucoup, hein. Mais en fait, je me suis toujours auto-amélioré parce que je me satisfaisais jamais de ce que je savais. Et en fait, j'ai jamais eu de problème à changer mes connaissances. Jamais eu, je me suis dit, oh là là, j'ai appris ça, mais si j'ai appris ça avant, c'est que ça doit être vrai. Et la nouvelle chose, c'est faux parce que je me sens trop mal dans mon ego de changer. Et voilà, c'est comme ça en fait que c'est comme ça que j'ai progressé au fur et à mesure. C'est comme ça que c'est le principe même de la science. Voilà, c'est le principe même de la science. La science ne te ment pas, elle a juste appris de nouvelles choses, puis elle te la met en face. Voilà. C'est des faits. Exactement. Et moi j'ai toujours eu cet esprit-là. Et donc du coup le fitness, j'y suis arrivé par ça, pas par l'envie en fait de proposer aux gens la découverte de mes recherches pour l'optimisation de ma pratique du kendo et de ma préparation physique, etc. Et en fait, du coup, le Geek and Fit, au départ, c'était être un geek. Bon, tu vois, je suis un peu un nerd, tu vois, je l'ai expliqué et tout, mais c'était donc du coup apporter ça au geek. Et en fait, après, derrière, j'ai gardé le nom, même à partir du moment où je me suis mis à faire du contenu substantiellement moins axé pop culture, on va dire. Mais en fait, j'ai gardé ce nom geek parce que geek pour moi c'est passionné de quelque chose et pour moi c'est passionné en fait des sciences du fitness, du sport, de la santé et je suis pas du tout dans ce délire là d'avoir été bully ou quoi que ce soit. J'ai jamais été bully pour mon physique. Bon, si on m'a dit que j'étais petit, mais j'en ai rien à foutre parce qu'en fait j'ai toujours eu un bagou, un langage, une façon d'aborder les choses. Ou si tu veux, bon, je vais pas, voilà, je vais encore une fois, c'est pas pour me la raconter, mais quand j'étais petit, tu vois, genre, j'ai sauté le CE2 et le CM2. Donc j'ai sauté 2 classes. Tu es pas connu dans l'école du coup parce que tu es quelqu'un à bully et tu es juste connu en mode putain mais c'est qui ce surdoué, tu vois, enfin voilà les gens en fait. Et puis j'étais très social, j'ai jamais été l'enfant tu sais renfermé sur lui-même et tout. Non, j'ai toujours été super expansif, j'ai toujours parlé avec tout le monde, j'ai toujours eu plein de potes en fait de ce côté-là. Donc j'ai pas du tout à me plaindre de ça, jamais été bully pour quoi que ce soit au niveau de mon physique et tout. J'ai jamais mal vécu mon physique en fait parce que je gagnais des trucs, on va dire donc en réalité, j'ai jamais vécu ce côté-là et c'est ce qui fait qu'en fait, je pense que j'ai il y a une grosse déchirure en fait entre le fit game et moi de façon générale, en tout cas l'essentiel du fit game et moi, parce que tous ces gens-là, ce sont des gens comme tu le décris qui ont développé de gros complexes physiques et qui du coup derrière ont voulu se mettre à la musculation. Moi, j'ai pas du tout développé de complexes physiques. Je voulais m'améliorer, mais j'étais pas du tout complexé. Et du coup, ça crée en fait. Maintenant, en fait, je m'y intéresse beaucoup plus et ça crée une ambiance malsaine, toute cette espèce de bullying, etc. Parce que tu le vois, les gens qui sont super populaires en musculation, c'est quoi? C'est des gens qui se foutent de la gueule des autres. À part Thibaut InShape qui apporte vraiment beaucoup de positifs et bon, on va pas se le cacher, j'aime pas du tout son contenu parce que je trouve qu'il est extrêmement marketing et qu'il s'y connaît pas du tout. Mais je peux pas lui enlever ça, tu vois. Mais à part 2-3 personnes comme ça qui sont extrêmement positives, il y a quand même beaucoup ce côté-là en musculation où oui, moi je suis plus fort, j'ai les meilleures connaissances, donc voilà, je me mets en avant. Et moi ça me va pas du tout ce côté-là. Et donc du coup j'ai ce côté, j'ai pas d'a priori et j'essaye de faire en sorte d'apporter une vision de la muscu positive. Pas d'une vision du fitness positive, pas du tout un truc en mode il faut se foutre de la gueule des autres, mais plutôt mais en fait faites du fitness parce que pour votre santé c'est essentiel, c'est génial, c'est super de quand même d'avoir des muscles, voilà, tu vois, l'aspect esthétique il est quand même vachement plaisant. T'as pas obligé de le mettre dans la face de tout le monde, mais t'es quand même content pour toi, tu vois, quand tu peux te voir dans le miroir et que t'as des abdos, tu te dis ouais c'est cool, tu vois, tu te dis pas, moi je pense pas en comparaison, si je vois un mec qui a pas d'abdos, je vais pas me dire waouh c'est un gros sac machin, je me dis juste bah voilà c'est sa vie, c'est lui qui décide et tout. Mais je m'imagine juste Manu avec son background rappeur qui est là. Tu vois, je vais pas me dire ça, mais moi je vais me dire waouh c'est cool, tu vois, d'être bien dans sa peau machin et tout, et c'est tout, tu vois. Après s'il y a un mec en revanche qui commence à vouloir se la raconter avec à juste mettre son corps en avant, je vais trouver ça ridicule, tu vois.
voilà, moi j'essaie de mettre ça en avant. Ça me tient beaucoup à cœur, donc c'est pour ça que je développe beaucoup sur ce sujet-là. Et mais en fait, je pense que ça irait mieux si la musculation on aurait déjà une meilleure image auprès des autres parce qu'on a vraiment une image de merde. Mais si la musculation n'était pas composée que de mecs frustrés. Et frustré sur tous les plans, sexuellement, machin, etc. Ce qui fait qu'en fait, t'as des comportements inadmissibles envers les femmes, t'as une ambiance de frustration en fait qui me, enfin voilà, la première chose, par exemple, voilà, la première chose qu'on me reproche, moi, c'est pas forcément qu'on me reproche d'ailleurs, c'est la première chose qu'on me dit, ce qu'on me reproche finalement, qu'on me dit dès que je sors une vidéo ou quoi que ce soit et qui est un petit peu critique envers les choses, envers les gens, enfin, je sais pas d'être critique envers les gens, j'essaie d'être critique envers les choses qu'ils disent, c'est, mais toi, t'as un physique de lâche, machin, etc. Ce qui n'est pas vrai. C'est-à-dire que ce n'est pas vrai du tout. J'ai pas du tout un physique de lâche, j'ai pas du tout un physique de mec qui fait pas de la musculation. C'est que de 1, leurs standards sont extrêmement biaisé par tous les gens qui prennent des stéroïdes, et de 2, je ne montre pas mon physique, je ne le mets pas en avant, parce que je juge que c'est malsain en fait, toute cette espèce de dictature du physique sur Instagram et tout, c'est ce qui fait que des gens se dopent, parce que moi, mon physique, j'en suis très content, mais du coup, en fait, je sais qu'il y a des gens qui pourront jamais l'atteindre dans leur vie. Quel intérêt j'aurais à leur rub ça, à part leur faire se déclencher des complexes, qui leur fera se déclencher des troubles du comportement alimentaire, des troubles du comportement tout court, qui leur fera peut-être envisager de se doper pour arriver à ce niveau-là. Alors je dis pas que j'ai un physique exceptionnel, hein, moi, mais ça peut le faire, parce qu'en fait, il y a des gens qui sont beaucoup moins doués que moi, et il y en a qui le sont beaucoup plus, et ça va même jouer, enfin, et même je suis contre en fait ce fait de tout le temps se mettre en avant. Alors je mets de temps en temps des photos, mais c'est pas du tout comme les Instagrammeurs un peu partout qui sont en mode ouais, je mets que des photos de mon physique super écorché, d'un physique de shooting, de je sais pas quoi. Je comprends que tu le fasses pour monter au début, et je ne blâme pas ça pour les petits. Je blâme ça pour les gros. Je blâme ça pour ceux qui ont déjà une grosse communauté établie et qui pourraient fournir d'autres choses, qui pourraient et même s'ils fournissent de ça, en fait, il y a moyen de mettre en avant des physiques qui sont moins qui sont accessibles, on va dire, pour une majorité d'individus, et surtout qui sont moins axés sur l'aspect du corps que ce qu'on en fait. Moi, je pense notamment à un bodybuilder qui s'appelle Jordan B. Joly. Et Jordan B. Joly, que vous pouvez suivre sur Instagram ou quoi que ce soit, c'est un type, il a pas un physique de dopé, il a pas un physique monstrueux, il a un très beau physique, ça aucun souci, mais surtout lui, il met en avant l'esthétisme. C'est-à-dire que quand il fait des posings, c'est la chorégraphie qui est super importante. Quand il fait des poses, il fait du posing de façon extrêmement réfléchie. Il explique pourquoi lui, son idéal, c'est un idéal esthétique, machin. Et de ce point de vue-là, je trouve ça beaucoup plus sain que de se dire qu'il faut absolument que je sois énorme et que pour avoir l'air viril ou quoi que ce soit, il y a presque une féminité qui a assumé en fait là-dedans dans cette démarche d'esthétisme. Et moi, ça me plaît. Ce côté, j'assume en fait d'être un mec qui se met en slip, avec des muscles saillants, huilés, machin, etc. Et j'assume tout ce côté hyper, on va dire, pas fragile. C'est pas de la fragilité, mais tu vois, genre, oui, c'est de l'esthétique, j'ai envie de faire du beau pour du beau et pas de me prendre pour Rambo. Voilà. C'est un excellent mot de la fin, ça, guys. Pour vrai, je finirais sur cette note. C'était vraiment, vraiment intéressant. On voit que tu as l'habitude de t'exprimer, sérieux. Il n'y a pas de temps mort, puis c'est super riche en plein de contenu. Je pense que tout le monde va en trouver pour son compte. Merci beaucoup d'avoir pris du temps en ce début de soirée avec nous. Puis, c'était un plaisir. Bonne chance dans tes projets. Là, tu viens de sortir des affiches que les gens peuvent acheter, les posters. C'est ça. Il y en a un derrière. Là. Derrière, au pire, tu m'enverras l'image, je le mettrai en premier plan. Là. J'en mettrai, on peut le commander sur Internet? C'est ça. En fait, on peut commander. C'est-à-dire que mon ambition, c'était quoi? C'était de faire des posters qui soient à la fois affichables dans un salon, et qui puisse en même temps en apporter un peu d'un point de vue scientifique, d'un point de vue anatomie en fait. Et je trouvais que ça manquait, parce que maintenant soit on a de l'anatomie clinique, de l'anatomie médecine,
Soit on a de l'anatomie artistique, mais on n'a pas beaucoup de mix entre les deux. Il y a des gens qui essayent de faire un peu ça, mais la plupart du temps ils négligent le fond, ils négligent. C'est pas une pièce en elle-même, quoi. Et moi j'avais envie de proposer ça. J'ai la capacité d'expression plastique. En plus, j'ai les connaissances pour le faire. Et enfin, j'ai lancé à côté de ça une formation. Qui en fait détaille comment se servir des posters pour mieux comprendre les muscles, pour comprendre leurs actions, les exercices qui les font les mieux fonctionner, etc., etc., avec des références scientifiques, des choses comme ça, qui soient pas trop longues, pas trop courtes, pour pouvoir permettre aux gens de bien assimiler les choses de façon générale. Et voilà. Super. Et tout ça, on peut trouver ça sur ton site internet, je présume? Alors ça, on peut trouver ça sur ma chaîne YouTube et sur le site, ça s'appelle l'Anatomie des guerriers. Voilà. Parfait. On va mettre les liens. Merci beaucoup, Gaïs.